a des permanences à Bras-Zéro, qui est un accueil de jour. On a des permanences santé donc, dans les abris de nuit. On maraude deux jours par semaine dans les rues de Tournai. Et on collabore, et c'est vraiment ça notre grand travail, c'est qu'on collabore, je dirais, avec le réseau de soins tournaisien. En général, en rue, c'est un soin de base classique, c'est ce qu'on appelle nous de la bobologie. On va sortir donc de notre sac à dos un tas de petits matériels qui vont permettre de faire le soin, mais en général, on essaye souvent de se retrancher vers des institutions qui vont permettre d'avoir une certaine confidentialité pour pouvoir faire le soin et de faire ça de manière hygiénique, sécure, aseptique. Au-delà d'être dans notre fonction d'infirmier, où on va s'occuper de la santé, on peut être aussi à certains moments dans un rôle de référent, ou en tout cas de celui qui essaye de tisser un peu de lien, de ramener un peu de confiance. Pas mal de bénéficiaires nous disent parfois tu sais pas venir avec nous, toi tu sais d'où je viens, tu sais comment j'ai galéré, donc peut-être que tu trouveras les bons mots pour que je puisse rentrer dans une maison d'accueil ou que je puisse être accepté dans telle maison médicale. On fait aussi tout un travail de prévention ou de réduction de risques pour certains publics plus complexes, entre autres des bénéficiaires ayant des problématiques d'assuétude ou des bénéficiaires ayant une problématique de santé mentale, où on peut être aussi dans un rôle, je dirais, de prévention, d'éducation à la santé, de réduction des risques. On a aussi cette possibilité de faire ce travail-là, et systématiquement, en tout cas, avec des institutions présentes sur le territoire, pour qui, je dirais, c'est vraiment leur travail de base, et on viendrait alors co-intervenir dans ces missions-là. On peut servir un peu d'information pour le réseau, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont dans de l'errance. On s'aperçoit que les phénomènes de prostitution sont en train d'exploser au vu de notre situation transfrontalière. Et donc on essaye en tout cas de sensibiliser aussi le réseau pour des phénomènes qu'on pourrait observer. On sent bien dans ce que vous dites qu'il y a la question du lien qui est vraiment à l'horizon, oui, et qui fait le cœur de votre travail. Il y a en effet tout ce travail de lien, et aussi, et je trouve que c'est quelque chose, en tout cas on est souvent en réflexion par rapport à ça, c'est tout ce travail sur l'éventuelle non-demande. Qu'est-ce qu'on fait avec ces bénéficiaires qui se retrouvent, qu'on croise régulièrement, qui nous repèrent éventuellement, mais qui n'en sont pas là à formuler quelque chose. Et donc on a aussi tout ce travail qu'on tente en tout cas bienveillant à un point tel qu'on se rend disponible si à un moment il y a quelque chose qui est en train d'émerger, ou bien si on peut se rendre utile pour pouvoir accéder à une structure ou l'autre. Et donc on reste aussi... Des années, c'est clair. C'est du travail de longue haleine, c'est du travail de broderie finalement. C'est finalement par votre présence, par le fait que l'un ou l'autre SDF vous voit dans la rue, parfois ça fait émerger une demande, parce que vous êtes là, c'est au nom de votre présence. Si vous n'y étiez pas... Non, et notre position professionnelle, elle est aussi, elle est changeante en fait. La manière dont on va interagir avec un bénéficiaire en rue ne va pas être la même manière dont on va interagir avec un bénéficiaire dans une structure basse seuil. Quand on fait nos permanences dans une structure basse seuil, c'est vrai qu'on les reçoit alors dans une petite infirmerie. Souvent, on reçoit des bénéficiaires à la queue leu-leu, et donc ils viennent frapper à la porte, et donc on sait en ouvrant pour finir, on se transforme en une espèce d'institution. On sait qu'en frappant à cette porte, une demande va arriver. Quand on croise des bénéficiaires en rue, ils ne sont pas nécessairement en demande, et donc il y a quelque chose qui s'inverse aussi autour de notre positionnement professionnel. On est en train je dirais presque par un jeu de regard, est-ce que tu es disponible pour qu'on vienne te dire bonjour? Est-ce qu'éventuellement tu as besoin d'un truc ou d'un autre truc? Est-ce que ça va ton orteil, ton ongle incarné de la semaine passée? Ou bien des bénéficiaires qui vont nous tenir à l'écart parce qu'ils sont en train de faire la manche, parce qu'ils ne sont pas d'humeur de nous recevoir. Et donc c'est aussi, je dirais, tout un travail de devoir repérer ça, sentir ça et pouvoir accueillir ce bénéficiaire au bon moment. Un travail d'identification aussi du bénéficiaire face aux professionnels qui se retrouvent à même la rue, à cette ligne 05, même plus la première ligne, mais celle où on n'est plus dans une institution, celle où on est comme eux, soumis au froid, aux conditions météorologiques,
parfois aux canicules où on a soif aussi, lorsqu'on maraude avec les vélos, ou bien même quand on va manger avec eux, au restaurant social, à l'assiette pour tous, où on se retrouve finalement à manger la même chose que dans notre assiette et à partager ce moment-là de repas, de convivialité, et puis finalement on en devient une personne à part entière et non plus un professionnel. Et donc on a expérimenté la semaine dernière une maraude avec chien. C'était pour certains bénéficiaires épatant de savoir que oui, c'était nos chiens et nous aussi on a une vie et on a les mêmes conditions qu'eux à certains moments. Oui, et au-delà de ça, je dirais que un peu à l'image de nos bénéficiaires qui papillonnent d'une structure à une autre pour formuler une demande ou l'autre, c'est vrai que nous, on est un petit peu dans le même processus. Hein. On vient s'ajuster à une institution le matin, on s'ajuste à une autre institution l'après-midi, on s'ajuste encore à une autre institution le soir ou la nuit, et donc on est un peu à l'image des bénéficiaires, des espèces de travailleurs on doit s'adapter au cadre des travailleurs. C'est ça. Vous êtes un peu en errance. Oui, aussi, oui. Mais c'est ça qui est, je trouve, en tout cas, et c'est sûrement ça qui nous passionne. Oui. Et il y a ce côté lien, il y a ce côté accroche avec les bénéficiaires, il y a ce côté réseau, il y a ce côté errance. Et ces différents lieux, toute la question aussi de la temporalité, de comment... On ne peut pas toujours savoir ce qu'on va faire de notre journée le matin même. Oui. Sur un appel, on peut être parti, prendre le vélo et puis s'en aller. Et puis finalement, il faut, lors d'une maraude, accompagner jusqu'au médecin et puis hospitaliser. Et bien, finalement, au lieu de finir la maraude avec les autres intervenants, on finit notre journée avec le bénéficiaire dans une salle d'attente d'urgence. Et c'est confortable, ça, comme position? Animant. C'est animant. Oui. Je trouve qu'il y a quelque chose de confortable parce que ce qui, moi, m'anime, et j'imagine que Louis, ça doit être la même chose, c'est ce côté, en effet... il y a quelque chose de mouvant, quoi. Il y a quelque chose aussi où systématiquement la question de l'ajustement avec le bénéficiaire, avec l'institution, en fonction du bénéficiaire qu'on a, en fonction de l'institution, en fonction de là où on est l'institution, en fonction de là où on en est nous, où on en est dans notre duo, où on en est dans notre institution. Ben, c'est vrai que tout ce travail-là nous anime très fort pour finir. Et notre objectif, quand on s'y perd un petit peu, c'est de systématiquement se dire, ben, tiens, pourquoi est-ce qu'on est là pour finir, où se trouve ce bénéficiaire, comment est-ce qu'il va, comment est-ce qu'on peut s'ajuster à lui. Et donc ça, je trouve que c'est extrêmement passionnant de travailler avec des gens, pour finir, qui se retrouvent dans des moments de galère, et puis éventuellement qui vont mieux, ou bien qui vont encore moins bien, mais de pouvoir, sur ce petit bout de chemin-là, réfléchir avec eux, réfléchir entre nous, avec d'autres institutions. Ça fait aussi partie, mine de rien, d'une de nos possibilités maintenant qu'on travaille à deux. Au tout début, le relais santé n'était composé que d'une personne. Depuis 2016, on est à deux, on est 2 équivalents temps plein. On a voulu être un duo mixte, tous les deux spécialisés en santé mentale et psychiatrie. Et donc, avec notre propre vécu, et donc on a aussi cette possibilité aussi pour certains bénéficiaires de dire, bah, en fait, là, moi, non, quoi. C'est peut-être pas le bon moment, peut-être qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas encore à bien comprendre, mais qui m'anime moins dans cette situation. Et donc, on a aussi, heureusement, cette capacité de pouvoir switcher, de pouvoir passer le relais, de pouvoir à certains moments... faire un moment de pause, et même de pouvoir le nommer avec le bénéficiaire, l'importance de passer ce relais pour des situations lourdes, entre autres, ou pas nécessairement. Pendant tout un temps, le relais santé fonctionnait juste avec une seule personne, en l'occurrence moi, et donc quelque part, le grand précaire qui devait avoir accès aux soins devait se farcir moi. Maintenant, ouf, il a la possibilité de rentrer toi moi. Bon, je sais pas quoi d'ailleurs, mais mine de rien, c'est ouf, quoi. Cette période de pandémie, j'imagine, a nécessité une fois de plus de devoir s'adapter à des nouvelles conditions de travail. En plus du fait qu'évidemment, en tant que relais santé, vous êtes particulièrement concerné par la question du coronavirus, de sa transmission et du relais qu'il y a ou pas à faire éventuellement aux structures médicales.
Enfin, je me demandais un peu comment ça s'était passé pour vous et aussi du coup pour vos bénéficiaires, je vais dire ça comme ça. On a fait ce qu'on fait le mieux, c'est qu'on a suivi les bénéficiaires là où ils se trouvaient. Et donc là où toutes les structures, enfin toutes en tout cas, la plupart des structures pour le premier confinement ont dû s'arrêter, mettre une pause à leur fonctionnement, bien il a fallu retrouver les bénéficiaires et leur permettre d'accéder au moins aux besoins primaires, à l'accès encore à la santé et être vigilant par rapport à cette épidémie, par rapport au tout public, par rapport aux amendes aussi, hein, le fait de devoir rester en rue, de ne pas avoir de chez soi, de devoir mettre un masque, de se laver les mains, alors que finalement l'accès aux soins d'hygiène quand on est en rue, c'est pas toujours le plus facile. Donc on s'est adapté et on a réinventé. On a eu peur, et certainement comme pas mal d'institutions, de professionnels et de bénéficiaires. Et donc on s'est retrouvé quand même dans cette peur en tant qu'infirmier, où on devait faire des tests aux bénéficiaires qui présentaient des symptômes et qui désiraient être testés. Donc c'est vrai qu'on a été confronté de manière très proche à ces bénéficiaires qui portaient éventuellement des symptômes. Et donc on a dû se démerder avec ça, avec cette propre crainte-là, d'être potentiellement aussi infecté, d'être présent tous les jours sur le terrain. On s'est donné on a fait le choix de se stopper tous les week-ends, mais les jours fériés ils sont passés, et donc c'est vrai que ça a eu des impacts, mine de rien, dans nos gestions respectives et dans nos gestions familiales. Et donc on a dû faire face, je dirais, à ce phénomène qui nous est arrivé comme ça sur le coin de la gueule, et d'être présent dans d'autres structures, parce que ça a dû aussi, et donc c'est quelque chose qui est très vite arrivé, les structures ont fermé, le restaurant social a dû fermer, le besoin primaire de s'alimenter tout d'un coup était retombé à néant, et donc on a dû faire face à ça pour les bénéficiaires. Et donc on a un peu changé à un moment notre travail. Notre travail à un moment n'a plus été vraiment de faire de la santé, mais de pallier aux besoins primaires qui étaient principalement de manger. Alors là, il y a eu quand même un élan hyper intéressant et je dirais neuf de la part du réseau tournaisien et qui travaille avec ce public-là, c'est qu'on a pu expérimenter des nouvelles collaborations. Pour finir, le restaurant social est sorti de ses murs, Brasero est sorti de ses murs, les éducateurs de rue ont pu également nous accompagner dans cette dynamique-là, et tous les jours on rencontrait une centaine de bénéficiaires à un même endroit, et ces bénéficiaires pouvaient venir chercher de la nourriture, mais pouvaient aussi venir déployer une de leurs problématiques, et ça pouvait être une problématique santé, et donc cette problématique santé pouvait alors plus ou moins être réglée là sur place en fonction des ouvertures des autres institutions. C'était un peu le prétexte finalement, ouais, de changer nos missions quelque part, de devenir des livreurs de repas, de boissons, de s'inquiéter finalement de ces personnes qui se sont retrouvées isolées du jour au lendemain, dans leur logement un peu précaire, dans des situations pas possibles. Et donc ça a été le prétexte de finalement les trouver, les rencontrer, de se réunir, puisqu'il n'y avait plus de possibilité de se réunir finalement. Et là, c'était la bonne excuse pour pouvoir encore les voir. Oui, et voire même rencontrer des nouveaux bénéficiaires. Sur la centaine de bénéficiaires qu'on voyait tous les midis, il y en avait pas mal qu'on n'avait jamais vus dans des structures bas seuil, et qui sont dans une certaine précarité. Ils ont peut-être un petit logement, mais ils sont dans une précarité à un point tel qu'ils doivent venir chercher leur repas là, accompagné de 99 autres personnes. Et c'est vrai que c'est un public qui est venu nous questionner sur notre travail, qu'on a pu rencontrer, qu'on a pu éventuellement accompagner ou soulager ou réconforter à un moment. Et donc c'est vrai que ça a été, mine de rien aussi, une nouvelle manière de fonctionner pour nous. Et puis aussi, le relais santé a dû prendre une place qui n'était pas encore occupée, qui était, et en collaboration avec Médecins du Monde, de faire des testings pour des personnes qui présentaient donc des symptômes et qui pouvaient alors être orientées dans une structure
de quarantaine. Et donc ça aussi, et ça a été aussi une nouveauté pour le Relais Santé de Tournai, en tout cas, c'est une collaboration nouvelle avec Médecins du Monde et avec la Croix-Rouge Belgium. Et donc il a fallu aussi, à côté du travail qu'on réalisait, et on sortait le matin, on sortait aussi le soir en rue, enfin l'après-midi en rue et le midi on distribuait des repas, il a fallu en un très court temps mettre en place une collaboration avec CPS, Croix-Rouge, Médecins du Monde, les maisons médicales, l'hôpital de la région ici, et puis donc... Citadelle pour les assuétudes de certains qui voudraient se faire tester et arriver en confinement. Et tout ça donc à deux, parce que vous êtes deux. Oui, au niveau du relais santé, oui. Alors, en tout cas, donc, tous ces protocoles-là ont dû être mis en place par le relais santé, approuvés ou, je dirais, co-pensés ou co-signés avec des médecins avec lesquels on collabore. Et donc ça, c'est vrai que ça, c'est une de nos grandes forces, c'est que le relais santé sur Tournai a vraiment l'occasion de travailler avec les 3 maisons médicales qui sont sur place, et donc on a une collaboration extrêmement fine. Le Choipi et les Marronniers, quand même, là, nous ont quand même pas mal aidés pour ce qui est du matériel, en tout cas, des collaborations, de l'accès au labo pour pouvoir déposer nos échantillons. Donc, on a quand même été soutenus, mais sur le terrain, on a un peu été les référents santé de certaines mêmes institutions, où on a réfléchi avec l'institution, avec les travailleurs de l'institution, qui allaient réouvrir ses portes petit à petit à comment peut-on accueillir les gens dans ce contexte de pandémie pour que ce soit sécure et sanitaire pour tout le monde. Et donc, c'est ce qu'on a fait finalement avec l'accueil du jour à bras zéro, un petit peu avec l'abri de nuit, avec l'assiette pour tous, et cette installation de plexi, les 3 services. Enfin, voilà, on a vraiment pu réfléchir, et ça a été riche de réfléchir. Riche et dense, si j'entends bien quand même, la pluralité alors pas la pluralité des missions, parce que tout ça part finalement de votre mission première qui est d'accès aux soins, et en même temps ça se dépliait d'une façon un peu comme ça exponentielle, j'ai l'impression quand je vous entends parler de l'augmentation des maraudes, de la distribution de repas, de réfléchir à chaque institution, comment garantir la santé de chacun. Enfin, ça me semble énorme pour 2 personnes. Que je me demandais du coup, c'est est-ce que la rencontre avec les gens de la rue est encore possible en tant que telle? Vous aviez encore le temps de discuter avec eux Enfin, comment ça s'est passé à ce niveau-là? On prenait un peu moins le temps, j'ai envie de dire, de discuter, parce qu'on devait voir 100 personnes sur un temps très réduit. Mais finalement, chose qu'on n'a pas en temps normal, c'est qu'on les voyait tous les jours, nos bénéficiaires. Et donc, c'était dense, mais on voyait énormément de monde, et tous les jours, on pouvait checker chaque personne, de se dire, voilà, lui, ça va bien, lui, ça va mieux. Et donc, finalement, on les a tous vus, on a pu prendre le temps avec l'un et l'autre de le faire. On était aussi, je dirais, en alerte un peu constante, que ce soit au niveau de leurs symptômes, pour ne pas, et pour éviter éventuellement des effets de contamination dans les structures, etc. Donc on était en ultra alerte par rapport à tout ça. Et mine de rien, dans nos rencontres, ce qui était étonnant, et enfin maintenant ça l'est moins, mais c'est que on les voyait peut-être moins, mais on ne voyait qu'eux. Et je trouve que ça, mine de rien, en ville, étant donné que tout citoyen devait rester chez soi, et donc il y avait beaucoup moins de monde pour finir dans les rues, dans les magasins, et voilà, tout était fermé. Et donc les seules personnes qu'on voyait, et parfois qu'on voyait en attroupement, c'était des bénéficiaires qu'on connaît. Et donc, quand on maraudait, c'est vrai qu'on les repérait assez vite. Au bout de la rue, on pouvait voir éventuellement qu'il y avait quelqu'un. Et donc avec nos vélos, si on faisait des maraudes à vélo, on allait les voir parce qu'on savait qu'ils étaient là. Et donc il y a eu cette facilité-là. Une chose qui a été différente aussi à d'habitude, c'est que cette fois, on a travaillé à 2. C'était une chose qu'on ne faisait jamais plus. Et donc ça nous a permis quand même en étant 2, et en étant avec tous les autres professionnels aussi, sur un très court temps, mais sur ce temps de repas, où on était tous ensemble,
finalement, il y avait des tas d'institutions, des tas de professionnels différents, éducateurs, assistants sociaux, infirmiers. On s'est vraiment retrouvés très nombreux à collaborer, et ça nous a permis de déployer et de voir énormément de monde, chacun à tour de rôle. Et donc ça, c'était super intéressant quand même. C'est ce qui permettait de voir aussi beaucoup de monde. Et du coup, alors évidemment, on n'y est pas encore au terme de cette pandémie, je vais dire ça comme ça, mais il y a des choses que vous avez vécues pendant cette période de pandémie, que vous avez envie de reprendre pour la suite. Voilà, il y a certains constats qui sont plutôt positifs que vous faites. Ça va influencer positivement, entre guillemets, votre réflexion pour l'avenir, votre façon de voir les choses? Il y a quelque chose sur lequel on est au travail avec différentes structures, et principalement les structures qui sortent en rue, c'est de se dire, là on a quand même expérimenté sur un court terme, mais le fait que différentes institutions se retrouvent au même endroit. Et donc là, les bénéficiaires savaient qu'entre 11h30 du mat et 13h30, ils pouvaient trouver à un endroit des intervenants, des travailleurs qui appartenaient à différentes institutions. Et ça, on a vraiment trouvé super intéressant pour finir, parce que le bénéficiaire, en un court terme, pouvait vraiment venir solliciter n'importe quel intervenant en fonction de la demande qu'il avait. Et donc c'est vrai que c'est en train, en tout cas, ça continue à percoler, je dirais, cette idée de... est-ce qu'on pourrait inventer une espèce de structure ou une espèce d'endroit et un temps bien précis où les bénéficiaires pourraient venir et choisir, ou solliciter en tout cas une personne, une institution, une fonction. Voilà. Ça existe dans certaines villes. Brasero, par exemple, collabore avec d'autres intervenants du réseau, mais en tout cas, cette manière-là de collaborer sur un petit temps de la journée, c'était vraiment... ça a éveillé rien que pour nous et dans le réseau pas mal d'idées. On a peu parlé, pour finir, je me dis, des bénéficiaires qui ont une problématique de santé mentale ou psychiatrique et qu'on rencontrait de manière relativement régulière dans les structures bas seuil. Et avec cette crise sanitaire, c'est vrai qu'on les a peut-être moins vus. Les clubs thérapeutiques ont dû fermer, donc on avait moins de liens avec ces institutions-là. On savait que les bénéficiaires restaient chez eux, étaient peut-être parfois super flippés, et donc on avait moins d'accès. Les jours, les hospitalisations, en tout cas les hôpitaux du jour et les hospitalisations, elles ont quand même eu un certain stop. Tout ne s'est pas arrêté, mais quand même ça s'est cristallisé, et donc ça a eu un impact sur tous ces bénéficiaires, sur la prise de médication, sur les soins plus psychologiques, thérapeutiques. Oui, c'est ça. Donc, pour une série de bénéficiaires, ça a été plutôt positif parce qu'il y avait justement ces lieux de rencontre un peu inhabituels où il y avait toute une série d'intervenants du réseau. Pour d'autres, peut-être en plus grande difficulté psychique, là, ça a été plus compliqué parce qu'il n'y avait plus les rencontres que vous aviez habituellement. Oui, ou alors trop de monde. Pour certaines personnes en difficulté psychique, se retrouver comme ça avec autant de personnes sur un peu de mètres carrés finalement. Alors c'était en extérieur, mais il a fallu faire la file pour pouvoir prendre son plat, attendre son soin, attendre le matériel dont on a besoin, attendre le coup de fil, manger sur place. Tout ça sur peu d'espace finalement. Il y a des bénéficiaires pour qui c'était extrêmement complexe. Et donc, préférer peut-être venir plus tard au risque de ne pas avoir de repas aussi. Et donc ça, c'est des choses qui ont été compliquées pour ces personnes en fragilité psychique. Oui. Ou alors en conflit, aussi, l'un avec l'autre. Ou bien peut-être aussi, je pense à certains, dans une incapacité de pouvoir s'énoncer là, dans cette crise-là, avec autant de monde, et nous voyons peut-être aussi fatigués, flippés, dépassés. Tu vois, je me dis peut-être que nous aussi, psychiquement, on était peut-être moins attentifs ou bien moins accueillants pour ces bénéficiaires-là qui avaient besoin peut-être à un moment de pouvoir s'énoncer sur une de leurs craintes. Et donc c'est vrai que
ces relais-là avaient plus de mal à se faire. On ne pouvait pas orienter dans un club thérapeutique, on ne pouvait pas leur proposer un rendez-vous là rapidement avec un psychiatre ou autour d'une hospitalisation programmée. Et donc c'est vrai que là, ça a peut-être eu un impact. Et j'ai envie de dire, on va peut-être seulement maintenant commencer à bien nous rendre compte de quels sont les impacts, ces impacts-là, là maintenant, comment est-ce qu'on va les retrouver, ces gens-là, en rue ou dans leur petit logement ou dans les structures basse seuil. Voilà. Oui, c'est ça. Ils pointent leur nez, mine de rien, dans les structures, mais les structures restent quand même confinées, quoi. Enfin, avec ce masque, avec cette désinfection de mains, avec la croyance de tout un chacun par rapport à cette pandémie, le fait de pouvoir aussi comprendre exactement ce qui se passe. Voilà, ça vient secouer, je trouve, ça vient tous nous secouer, et donc il y a quelque chose qui nous rassemble tous autour de cette énorme crise, quoi. Effectivement, les plus sensibles à la dimension de l'autre, ou en tout cas la dimension de la collectivité, ont été peut-être plus affectés que d'autres, plus isolés, et réapparaissent, entre guillemets, un peu seulement maintenant. Oui. Donc c'est maintenant et dans les mois à venir qu'on va avoir les effets de tout ça pour ceux-là, en tout cas. C'est ça. Oui, parce que aussi, mine de rien, pour ces bénéficiaires qui sont dans une sorte d'errance, malgré le fait qu'on ait tenté de répondre à leurs besoins primaires, ils étaient quand même, s'ils avaient faim, ils étaient obligés de se farcir cette longue file d'attente pour recevoir un repas, de devoir après se disperser parce que c'était le mot d'ordre qu'on avait reçu de la ville pour pas que la police vienne mettre des PV. Et donc, il y avait quand même tout un cadre, et on continue à être pris là-dedans, tout un cadre à respecter, qu'on le veuille ou non, pour eux comme pour nous. Et l'obligation de passer par des professionnels, parce que dans un climat classique, normal de vie de tous les jours, il y a possibilité d'avoir à manger autant à la Croix-Rouge, qu'à l'Assiette pour tous, qu'à la gare, que chez un commerçant du coin qui fait des frites suspendues, qu'à un passant qui va pouvoir donner un sandwich. Là, les frites suspendues terminées, le squatter dans la gare terminé, pouvoir avoir quelque chose d'un passant, il n'y avait plus personne, et donc finalement ils étaient bien obligés de suivre le chemin qu'on leur imposait de faire. Ça ne permet plus d'avoir des espèces de chemins de traverse, en fait. Il n'y a plus de choix possible. Il y a les passages obligés ou pensés pour eux, en fait. Or, c'est précisément dans ces interstices que certains viennent se loger pour supporter le lien à l'autre, pour supporter la difficulté de la rue ou d'autres choses. Là, on a encore du boulot à faire par rapport à ce public-là qui est en galère, quoi.